Bonjour, bienvenue dans le 7-8 l'hebdo. Pendant 26 minutes, nous allons revenir ensemble sur l'actualité qui a marqué notre territoire cette semaine. Tout de suite, le sommaire. À Élancourt, un campus numérique a été inauguré ce mercredi. 2 organismes proposent des formations dans ce secteur en tension. Objectif, mieux répondre aux besoins en recrutement des entreprises installées sur le territoire. Une trentaine d'élus des Yvelines et du Val d'Oise ont manifesté jeudi devant le ministère de la Transition écologique. Ils protestent contre un projet de carrière cimentière à Breuil-en-Vexin. Son maire Bruno Caffin sera en plateau avec nous. Enfin, nous reviendrons sur cette canicule qui sévit depuis le début de la semaine. 2 anniversaires également dans l'essentiel de l'actualité de la semaine. Les 5 ans de l'Agence départementale ingénierie et les 100 ans du traité de Versailles. Il y a 2 ans, Saint-Quentin en Yvelines a créé son campus du numérique. Aujourd'hui, il poursuit son développement puisque ce mercredi, un nouveau centre de formation a été inauguré à Élancourt. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. 3, 2, 1, 0. Et voilà. Situé dans le quartier des 7 Mares à Élancourt, ce campus numérique propose 4 cursus suivis par 50 stagiaires. Particularité de ces formations, elles sont accessibles à toutes et tous et gratuites pour certains. Le monde se transforme, le monde change, tout s'accélère et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, 80% des emplois qui se créent ont un rapport avec le numérique. Donc il faut augmenter l'employabilité numérique, notamment des Saint-Quentinois. 2 organismes de formation ont pris possession des lieux. Ils proposent des parcours visant les métiers les plus en tension dans le secteur du numérique. Tout le monde recherche des développeurs, donc des programmeurs, des gens qui font du codage, donc qui sont capables de parler la langue des machines et de leur faire un peu ce qu'ils veulent. Donc il y a une partie développeur web et une partie qui est développeur plutôt orienté sur les données, tout ce qu'on appelle le big data, et donc qui permet d'apprendre à manipuler ces données, à les mettre en forme et à les utiliser pour les entreprises. On est 2 acteurs de l'économie sociale et solidaire, on est tous les 2 sur des formations gratuites, donc c'est très bien de pouvoir faire une communauté d'apprenants un peu plus large aussi, et que les apprenants Simplon, les apprenants Pop School soient ici dans les mêmes locaux, puissent pourquoi pas partager au-delà des locaux, des projets, des interactions. À la prochaine rentrée, ce campus numérique à Élancourt accueillera une centaine de stagiaires. Jeudi matin, une trentaine d'élus du Vexin s'étaient donné rendez-vous devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Raison de cette mobilisation, un projet de carrière cimentière à Breuil-en-Vexin. Bruno Caffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire justement de cette commune de Breuil-en-Vexin. Vous êtes également vice-président au sein du parc naturel régional du Vexin. Alors avant de parler de la mobilisation d'hier, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce projet de carrière? C'est un projet qui remonte à plusieurs années, il me semble. Ah oui, ça c'est un projet très, très ancien dans la mesure où ça fait à peu près 20 ans maintenant qu'on parle de ce projet d'extension de carrière cimentière sur notre territoire et plus exactement sur cette zone 109 qui regroupe, qui fait 550 hectares sur 3 communes principalement, Breuil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père et Sailly. Et donc c'est l'extension de la carrière de Guitrancourt qui doit alimenter, l'ensemble doit alimenter donc l'usine cimentière de Gargenville. Donc ça fait effectivement 20 ans. Après, si vous voulez, pendant une dizaine d'années, on n'a plus trop entendu parler du projet, et on s'est réveillé un petit peu. Alors, au fil des ans, l'entreprise a changé de nom, mais aujourd'hui, depuis 4-5 ans, Italcimenti, puis maintenant Heidelberg Cement, ont repris un peu ce dossier pour le faire avancer, puisque les ressources de Guitrancourt s'épuisent, et que donc, pour faire tourner l'usine de Gargenville, le cimentier souhaite étendre donc cette carrière. Alors récemment, l'État a validé le projet, puisque le 18 juin, un permis a été publié au journal officiel, d'où j'imagine cette mobilisation hier devant le ministère de la Transition écologique. Justement, que s'est-il passé ? Alors tout à fait. Donc effectivement, malgré toutes ces années, déjà nous avons déploré depuis le début un manque de concertation, c'est-à-dire qu'on considère qu'à aucun moment ce projet n'a été co-construit ni avec les élus ni avec les habitants du territoire. Il a été imposé, il nous a été imposé. Donc depuis le début, depuis 4-5 ans, si vous voulez, on s'oppose à ce projet, à la manière dont il a été conçu, notamment
parce qu'il faut rappeler qu'il est dans le périmètre du parc naturel régional du Vexin français. Et c'est une menace sur l'environnement aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est très compliqué parce que les habitants de ce territoire, les habitants de ce parc ne comprennent pas qu'on puisse faire une carrière cimentière dans un parc naturel. En même temps, c'est vrai que la zone 109 existait, notamment existe dans la charte du parc. Pour autant, la manière dont tout ça a été conçu ne correspond pas à ce que le parc aurait souhaité et aurait pu exiger en matière d'exemplarité pour son territoire. Alors qu'a donné votre mobilisation hier ? Alors donc, on avait bien conscience, si vous voulez, que notre démarche n'allait pas changer globalement la face des choses, dans la mesure où, effectivement, les deux ministres concernés, M. de Rugy et M. Le Maire, avaient donc signé l'arrêté d'autorisation, que le préfet des Yvelines a donc signé vendredi dernier la création de cette carrière. Donc on sait bien qu'aujourd'hui, notre mobilisation était plus une protestation pour rappeler que ce projet a vraiment été fait sans nous. Et quand je dis sans nous, c'est même contre nous, parce que hier, nous étions une trentaine d'élus, de maires, effectivement, des communes du parc, et pas seulement, des communes de l'environnement. Mais nous avions tous ces maires, ont fait délibérer leurs conseils municipaux contre le projet. La communauté urbaine Grand Paris Sénéoise a voté contre le projet. L'ensemble des 98 élus du parc représentant les 98 communes du parc ont voté contre le projet, et les habitants aussi se sont tous opposés. Donc dans une grande opposition, plus de 2300 signatures dans le cadre du grand débat que le président de la République avait souhaité, plus de 1700 contributions dans les enquêtes publiques, des contributions mais sérieuses, très argumentées pour expliquer tous les risques de ce projet. Et tout ça, et dans tout ça, il n'y a pas eu, pas eu d'écoute. Il y a même une cinquantaine d'élus qui sont non seulement de la vallée de la Moncian, mais aussi de la vallée de la Seine, jusqu'à des élus de Poissy, pour dire que c'est vraiment un sujet très important, et que on ne comprend pas, nous n'avons pas compris pourquoi à aucun moment les élus n'ont été écoutés. Alors, dernière question, quelles sont les prochaines actions, puisqu'il y en aura d'autres, j'imagine? Oui, hier, nous avons donc été reçus par un conseiller technique de M. de Rugy. Nous lui avons dit, après lui avoir exprimé notre mécontentement sur la manière, mais on sait bien que tout ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, nous lui avons dit aussi que par tous les moyens, nous attaquerons les décisions qui ont été prises, tous les moyens, c'est-à-dire par le tribunal, parce que depuis le début, on sait que cette affaire sera à un moment donné jugée. Et d'ailleurs, il y a encore un certain nombre de recours qui n'ont pas été purgés au tribunal administratif, recours contre l'arrêté de création du projet d'intérêt général, du label projet d'intérêt général donné par le préfet il y a quelques années. Tout ça n'a pas été jugé, donc ça veut dire que aujourd'hui, on a nous encore l'espoir de pouvoir faire capoter ce projet qui est un projet d'autrefois. Il y a des rassemblements prévus les 6 et 7 juillet, notamment. Oui, alors c'est les associations, notamment la BL3C, qui est une association extrêmement dynamique, qui travaille très sérieusement sur ce projet, mais aussi sur des contre-propositions, qui a vraiment travaillé depuis le début dans cette affaire. Effectivement, c'est eux qui vont organiser une manifestation sur le site. Merci Bruno Caffin, en tout cas, pour ces précisions sur ce dossier. Alors, vous restez avec nous, puisque tout de suite, on passe au reste de l'actualité. Et on prend la direction de Versailles, puisque le préfet des Yvelines a présenté aujourd'hui le rapport des services de l'État devant l'Assemblée départementale, l'occasion pour les conseillers départementaux de poser des questions sur plusieurs thématiques. Le préfet a notamment été interpellé par Nicolas Dainville, conseiller départemental et élu d'opposition à la Verrière. Une question sur la rénovation urbaine du quartier du Bois de l'Étang. On écoute le préfet Jean-Jacques Brault, il est au micro de Nicolas Dandry. C'est une décision dont j'ai fait part il y a plusieurs semaines à Madame le maire de la Verrière. Il est hors de question d'envisager une rénovation urbaine qui ne comporte pas des démolitions. On n'est pas dans le ripollinage d'appartements en ne touchant rien à la nature du peuplement, à la nature de l'animation de la zone en question. On est dans la rénovation urbaine. C'est quelque chose de structurel qui implique une part de démolition qui n'est d'ailleurs pas majoritaire, loin de là. On est à un point où la municipalité, solidaire de certains locataires, refuse toute démolition. Ça classe le dossier.
Et par ailleurs, juste avant la séance avec le préfet et les conseillers départementaux ont voté plusieurs délibérations. À l'ordre du jour, notamment la création d'un contrat rural Yvelines Plus, une mesure notamment sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. De son côté, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines tenait hier soir son dernier conseil avant les vacances d'été. Les élus ont validé les comptes administratifs de 2018. Ce conseil a également été l'occasion de lancer une concertation préalable pour la restructuration du secteur de l'hypercentre à Montigny-le-Bretonneux. Cela ne vous a pas échappé, les Yvelines ont eu chaud cette semaine. Le thermomètre a flirté avec les 40 degrés. Le niveau 3 du plan canicule a été activé. Les maisons de retraite ont dû notamment s'organiser afin que les résidents ne souffrent pas trop de la chaleur. Michael Elmidoro, Océane Bazir et Audrey Chailloux se sont rendus dans un établissement à Guyancourt. Madame Huon, est-ce que vous voulez un petit peu d'eau ? Oh, c'est gentil. Oui, vous en voulez un petit peu ? Oh oui. D'accord. Hydratation régulière, ventilateur, volet baissé, cette maison de retraite de Guyancourt est passée en plan canicule depuis samedi dernier. Objectif, éviter les risques liés à la montée des températures qui atteignent cet après-midi près de 33 degrés. Le matin, ce que les filles elles font, c'est-à-dire les aides-soignantes, pendant la toilette, elles ouvrent les fenêtres en grand pour permettre de rafraîchir les chambres. Ensuite, elles referment les volets. Une fois que les toilettes sont finies, elles emmènent les résidents dans plusieurs pièces qui sont climatisées. La surveillance se fait 24 heures sur 24. Dès les premiers signes de fatigue, l'alerte est donnée. Quand on voit qu'un résident est un petit peu plus fatigué que d'habitude ou agressif par rapport à d'habitude, là on commence à se poser des questions, on essaie de l'hydrater. Si on voit que l'hydratation ne passe pas, on voit avec le médecin coordinateur ou le médecin traitant qui vient tout de suite auprès du résident et nous dit les consignes à suivre. Un encadrement qui satisfait les 91 résidents présents actuellement dans la structure. Pas trop mal, hein. On s'occupe bien de nous et voilà. Je suis pas seule alors, c'est déjà pas mal. On ne peut pas l'éviter vu le temps qu'il fait à l'extérieur. Non, là on est bien. Ce matin on m'a donné un brumisateur, la douche vous lavez tous les jours, il n'y a pas de problème. Ce plan canicule devrait durer au minimum jusqu'à la fin de la semaine dans cet établissement. Et rassurez-vous, on devrait moins souffrir de la chaleur ces prochains jours puisqu'on va perdre quelques degrés comme vous pouvez le voir sur ces prévisions météo. Alors Bruno Caffin, au niveau de votre commune, comment avez-vous géré, vous, cette canicule ? Bon, on n'a pas fait, peut-être qu'on a pris un soin plus particulier, enfin on a fait un peu plus attention, mais je crois que c'est un sujet effectivement grave et important. Bon, je pense qu'on en a fait dans ce pays beaucoup sur ce sujet. Dans les écoles, oui, les enseignants connaissent leur métier, donc ils ont arrosé plus souvent les gamins, ils ont accès à l'eau, etc. Mais je crois, fermer les rideaux, des choses assez basiques, mais je crois qu'après, je crois que dans les écoles, ça pose pas un vrai problème, quoi. Les enfants sont en général solides. Alors, une solution pour se rafraîchir, par exemple, aller à la piscine. Alors, un peu compliqué, évidemment, à Maurepas, car elle est fermée depuis mai 2015, plusieurs audits ayant confirmé sa dangerosité. Après plusieurs recours d'une partie de l'opposition qui souhaitait une réhabilitation, c'est une déconstruction puis une reconstruction qui se déroule actuellement, puisque mercredi, les pelleteuses sont entrées en action. On fait le point tout de suite sur ce dossier avec Michael Elmidoro. Après le désamiantage, place à la déconstruction. À Maurepas, les pelleteuses sont maintenant à l'œuvre pour faire disparaître toute trace du centre aquatique fermé depuis 2015 pour raison de sécurité. On pouvait réhabiliter, c'était possible, mais ça coûtait beaucoup plus cher et c'était, irresponsable vis-à-vis des finances publiques, puisque de toute façon, on aurait été obligé à chaque fois d'entretenir, de refaire des travaux, puisque vous le voyez, la structure elle est complètement corrodée, les bassins n'étaient plus aux normes depuis 1981. Datant des années 70, l'équipement accueillait particuliers, associations et scolaires. L'attente avant de retrouver les bassins devrait prendre fin en 2021. Alors l'avenir de ce lieu, c'est un centre aquatique qui correspond aux besoins des habitants, moderne, beaucoup plus ludique et familial que ce qu'on a connu auparavant. On doit avoir un projet qui dure dans le temps, pour 30 ou 40 ans, avec des matériaux qui soient durables également, puisqu'on part certainement vers des bassins en inox qui n'ont rien à voir avec les bassins en carrelage que nous avons connus et qui causaient pas mal de fuites. Pour la déconstruction qui va se prolonger pendant l'été, 157 000 € ont été investis, un coût partagé avec la ville d'Elancourt. Elancourt qui financera aussi la construction de la prochaine structure, tout comme la région Île-de-France ou encore le département. Montant global 15 millions d'euros. Prochaine étape donc, le choix d'un concessionnaire privé en délégation de service public. Ce dernier aura 1 an pour réaliser la nouvelle piscine. A noter que 80% des déchets de ce chantier actuel seront recyclés, annonce le maire.
Elle est au service de l'urbanisme ou encore du patrimoine des Yvelines. L'agence technique départementale ingénierie a fêté ses 5 ans mardi soir. C'était au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. En présence du président du Sénat Gérard Larcher, la structure en a profité pour mettre en avant son bilan positif. Dans quelques mois, le centre du village des Alluets-le-Roi va retrouver une seconde jeunesse. Montant de ce projet, plus d'1,5 million d'euros. Un chantier rendu possible grâce à Ingénierie. Cet organisme a été créé il y a tout juste 5 ans par le département des Yvelines. Sa mission, accompagner les communes rurales dans leurs projets de réhabilitation ou de construction. Je crois que le pari est réussi. C'est surtout les chiffres qui nous permettent de dire que le pari est réussi, puisque plus de 90% des communes rurales ont adhéré. 170 communes rurales ont adhéré. Les 3 établissements publics de coopération interdépartementale qui ont des communes rurales ont adhéré également. Depuis sa création, l'agence a répondu à plus de 700 demandes. Toutes les prestations sont gratuites. Le département, c'est un acteur de la cohésion sociale, tout le monde le sait. Mais c'est aussi un acteur de la cohésion territoriale. Est aux côtés des maires, pour un projet d'école, pour un projet de rénovation de salle des fêtes, pour créer une piste cyclable. Je pense que c'est la décentralisation concrète. L'équipe d'ingénierie était constituée au départ de 3 personnes. Elle en compte 18 aujourd'hui et est appelée à évoluer dans les prochaines années. L'assainissement, la vidéoprotection, le conseil juridique, le conseil financier, il y aurait plein d'autres choses à faire. On va essayer de grandir, de consolider déjà les communes qui sont adhérentes et puis d'essayer de rajouter très probablement dans les années à venir d'autres compétences pour être au plus près des élus ruraux. L'agence est financée à 95% par le département. Les 5% restants proviennent des cotisations des communes adhérentes, entre 70 centimes et 1 euro par habitant. Bruno Caffin, est-ce que votre commune a déjà sollicité Ingénierie ? Oui, bien sûr. Depuis sa création à plusieurs reprises, sur des dossiers qu'on n'aurait pas été en capacité de traiter parce qu'on n'a pas, dans les petites communes, ma commune a 700 habitants, on a très peu de services et donc on n'est pas en capacité de traiter des dossiers aussi, enfin parfois assez importants. C'est vraiment, bon là il faut saluer Pierre Bédier, son créateur, mais c'est vraiment un outil mis en place par le département qui est d'une très très grande qualité. Et bon, effectivement, dans ma commune, on a déjà 5 ou 6 dossiers qui ont été traités. Quel type de projet notamment ? Par exemple, sur une DUP pour recréer une prairie humide, il y a toute une opération d'achat, d'expropriation, etc., qu'on n'aurait jamais été capable de mener. On est en train de travailler sur la création d'une liaison piéton, enfin une liaison douce qui va traverser le village. On a besoin d'ingénierie. Et puis on a un contrat rural en cours sur 3 opérations. Et là encore, on travaille avec un technicien d'ingénierie qui nous apporte tout son savoir-faire. Il nous aide aussi à monter les dossiers financiers. Enfin, c'est vraiment extrêmement utile et c'est vraiment, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. C'est une des seules en France. C'est la seule en Ile-de-France en tout cas. Et je crois que c'est un modèle qui sera, je pense, dans les années qui viennent, va être suivi par beaucoup d'autres. Merci en tout cas Bruno Caffin d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes donc le maire de Breuil-en-Vexin et que vous êtes mobilisé contre un projet de carrière dans votre commune. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, on passe à l'actualité en Ile-de-France. Et comme chaque semaine avec nos confrères de Via Grand Paris, nous faisons le point sur l'actualité régionale. Cette semaine était organisée à la Défense la 2e édition du sommet du Grand Paris. Le débat portait notamment sur la qualité de vie. On regarde. Acteurs économiques, décideurs publics et élus se succèdent pour débattre sur des thématiques. À quoi ressemblera le Grand Paris en 2030 ? Ou encore, le territoire fait-il face aux défis de la qualité de vie ? Autant de questions posées qui demandent des réponses précises. Et qui de mieux que les acteurs du Grand Paris pour y répondre ? En pleine canicule, il y a d'abord la qualité de l'air. Liée à la problématique des transports individuels et collectifs, c'est devenu un enjeu de santé publique. Se déplacer quotidiennement pour se rendre au travail sans polluer et sans perdre de temps, la mobilité est toujours au centre des préoccupations des Franciliens. Quand on connaît le quotidien des voyageurs dont moi je suis sur le RERD depuis 30 ans, cette attente elle est légitime, elle est très très ancienne et évidemment on ne répare pas 30 ans d'inaction sur ces questions-là en quelques mois. En 2050, 750 000 nouvelles personnes s'installeront dans la région Île-de-France. La moitié est attendue dans la métropole du Grand Paris.
Parvenir à loger ces nouveaux arrivants en évitant l'étalement urbain, ici aussi, le défi est grand pour le territoire. On s'occupe à la fois de ce qu'on a déjà fabriqué depuis de longues années, et en particulier dans la métropole du Grand Paris, puisque c'est un tissu urbain très ancien, alors que la grande région Île-de-France, ce sont les villes nouvelles qui ont été construites après la guerre. Donc déjà, on répare tout ce qu'on a. On a 3 600 000 logements dans la métropole du Grand Paris, dont 10% d'entre eux sont sous-habités, sous-occupés, insalubres, vacants, etc., c'est-à-dire 360 000 logements. Les enjeux sont de taille pour ce territoire dont la gouvernance n'est toujours pas tranchée. En attendant la décision de l'exécutif, la vie continue et les projets se développent dans le Grand Paris. Un anniversaire aujourd'hui, celui du traité de Versailles. Le 28 juin 1919, ce traité de la paix était signé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Toute cette semaine sur TV 78, nous avons consacré une série de reportages sur ce thème. Aujourd'hui, dernier volet sur les autres traités signés après la Grande Guerre dans les Yvelines. Marilène Yapichino et Océane Bazir se sont intéressés de plus près au traité de Saint-Germain-en-Laye et au Grand Trianon. Si les Allemands sont reçus au château de Versailles pour une première présentation du traité le 7 mai 1919, pour les Autrichiens, cette même scène a lieu au château de Saint-Germain-en-Laye le 2 juin. Il y a toute une haie d'honneur des dragons, c'est-à-dire des militaires français. Il y a tous les diplomates, les journalistes, etc. qui attendent. Mais les grands diplomates sont déjà dans la pièce avant que les délégués rentrent dans la petite porte. Même chemin le 10 septembre pour la signature du traité, les Autrichiens passent par la petite porte. Je rappelle, 17 délégations passent par la cour d'honneur, ce sont les vainqueurs. Le vaincu, l'Autrichien, avec ses délégués, une dizaine de personnes, le 2 juin 1919 et le 10 septembre 1919 pour la signature, passe par ici parce que c'est une délégation de vaincus. Tout se déroule dans cette salle numéro 1. Contrairement aux Allemands, les Autrichiens décident d'adopter une attitude positive dans l'espoir de pouvoir négocier le traité. La méthode ne sera pas aussi probante, puisque la méthode dure ne marche pas, la méthode sympathique à l'autrichienne ne marche pas non plus. Le traité est quasiment fait quand on leur donne ce document le 2 juin. Au final, 380 articles signés le 10 septembre à contre-cœur pour les Autrichiens qui perdent en territoire et se retrouvent détachés de l'Allemagne. L'Autriche allemande est interdite, les Alliés souhaitent une république d'Autriche. Ce traité, on l'a même oublié en France dans l'entre-deux-guerres. C'est lorsqu'il y a, en 1938, l'Anschluss. J'ai cherché dans la presse si on disait qu'il y avait un traité de Saint-Germain-en-Laye. C'est quand même le minimum. Eh bien, la presse locale, le Petit Réveil, ne parle même plus, on est moins de 20 ans après, du traité de Saint-Germain-en-Laye. Comme si on avait mauvaise conscience d'avoir ce traité, mais de ne l'avoir pas respecté. Et de ne pas avoir les moyens de le faire respecter face au Grand Reich. L'attitude cordiale autrichienne n'aura pas suffi à la négociation, mais elle entraînera une attitude cordiale de la part de Georges Clemenceau et ses alliés. Un honneur un peu pour les Autrichiens. Les Autrichiens, les délégués autrichiens menés par Karl Renner, repasseront par cet escalier d'honneur. Au même moment, en Hongrie, la dictature bolchevique empêche les délégués hongrois de se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Leur traité de paix aura lieu un an plus tard, au Grand Trianon, à Versailles, le 4 juin 1920. C'est sûrement l'un des traités qui a été le plus durement ressenti parce que la Hongrie a perdu plus de la moitié de son territoire. Donc ça a été une perte territoriale absolument énorme à laquelle d'ailleurs, je pense, les Hongrois ne s'attendaient pas. Elle perd des territoires au profit de la Tchécoslovaquie, au profit de la Roumanie, c'est la Transylvanie qui est un énorme territoire, et au profit aussi du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes qui deviendra la Yougoslavie. Une année est passée, mais les Hongrois tentent la même stratégie de négociation que les Autrichiens. Le démembrement de cet empire d'Autriche-Hongrie a abouti à la création de nouveaux États qui ont pris du coup part du côté des Alliés. Et puis, il ne restait finalement que deux États qui ont toujours été considérés comme des ennemis, l'Autriche, réduite à sa partie germanophone, et puis la Hongrie, réduite au cœur de la partie magyare de cet ancien pays. Et donc, l'Autriche et la Hongrie se sont retrouvés du côté des ennemis, alors qu'eux clamaient le fait qu'ils avaient été pris dans un empire beaucoup plus vaste et qu'ils n'étaient pas responsables des actes de cet ancien empire. Aujourd'hui, il en reste de nouveaux États, de nouvelles nations au cœur de l'Europe, et avec une amertume certaine de la part du peuple hongrois
face au démembrement de son territoire. Une amertume pour cet ancien empire austro-hongrois qui aura sa part de responsabilité dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, vous pouvez retrouver notre dossier consacré aux 100 ans du traité de Versailles sur notre site internet tv78.com. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité en direct, ce sera lundi à 18h avec Grégory Canalé. Excellent week-end à tous.